Comment tu as vécu ces 6 mois et qu'est-ce qui finalement t'a fait que tu as continué pour développer ton activité? Honnêtement, les 6 mois, c'était catastrophique, hein. Tu fais des choses, tu mets en place des actions. C'est pas ce que tu fais, en fait, mais tu le fais quand même parce qu'il faut le faire, tu vois. C'était quoi vraiment le truc qu'ils peuvent mettre en place pour faire ce changement-là en une semaine? D'avoir une identité qui est alignée avec les résultats que tu vas avoir. C'est ultra bête. Par exemple, une identité de, ok, c'est non négociable que j'envoie 20 messages par jour parce que c'est dans mon identité. Donc tu sais que si t'envoies 20 messages par jour, tu vas avoir X résultats. Bienvenue dans le podcast du Scaling Process, le podcast où on va décortiquer les parcours de freelance et d'entrepreneurs qui veulent construire un business structuré, rentable et surtout qui ne dépend pas d'eux 24/7. Ici, vous allez voir deux choses. Le premier, vous allez comprendre concrètement ce que les invités ont mis en place pour obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui et surtout vous apporter de la clarté, des axes d'optimisation et des actions concrètes pour passer au next level. Alors qu'aujourd'hui, tu sois déjà en phase de développement ou déjà structuré, l'objectif va être simple pendant ces 45 prochaines minutes, plus ou moins. Ça va être de repartir avec des idées qui sont activables pour ton propre business. Donc moi, c'est Alexis, fondateur du Scaling Process, et on accompagne des freelances et des business de services à générer des clients de manière prévisible grâce à des systèmes d'acquisition. Et je suis accompagné de mon associé Aurélien, avec qui on travaille justement sur toute la partie structuration et développement des freelances. Et aujourd'hui, on a l'occasion de recevoir Laurentine, qui va nous partager son parcours, ses résultats, les problématiques que tu rencontres actuellement. Donc, pour toi qui nous écoutes, installe-toi bien, prends un peu de temps devant toi et surtout, prends des notes. On est parti. Laurentine, si tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ton parcours, on va y revenir évidemment petit à petit. Voilà. Où est-ce que tu as commencé et qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le milieu du freelancing? Ok, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laurentine, comme tu l'as dit. J'ai commencé il y a un an, honnêtement, sans raison particulière. Je sais pas, je me suis lancée comme ça sur un coup de tête, on va dire. Depuis longtemps, j'étais tâtonnée pour l'entrepreneuriat. On va dire, j'ai commencé les prémices de l'entrepreneuriat à 14 ans sur un business, enfin, c'était même pas un business à proprement dit. Juste, mon papa, il était boulanger, donc j'ai lancé ma segmentation de vente de gâteaux, genre de mon côté. Donc, on va dire que j'ai mis les premiers pas dans l'entrepreneuriat comme ça. Et après, du coup, l'année dernière, je me suis lancée à mon activité en tant qu'agence, pas en tant que freelance. Et je me suis vraiment lancée sur un coup de tête. C'est-à-dire que, en fait, j'ai suivi une formation d'un entrepreneur, je sais pas si tu connais Louis Kay. De nom, ouais, oui, complètement de nom. Ouais. Ok, et donc, ouais, j'ai suivi son business model. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. J'ai commencé pas comme ça, sur un coup de tête. Ok, trop cool. Et du coup, t'as commencé du coup sans compétences particulières. Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? Quel est ton business? Ok, ouais, j'ai commencé, on va dire, sans compétences. Je vends actuellement de la formation, enfin, un accompagnement pour structurer l'acquisition de mes clients, c'est-à-dire de A à Z, on va construire son acquisition client. Ça passe par l'analyse de sa data, de qu'est-ce qui a fonctionné dans les derniers mois, jusqu'à la création de la landing page, plus comment fonctionne une landing page, comment te mettre en avant, comment attirer acquérir, excuse-moi, des prospects qui arrivent directement sur ta page. Donc, c'est ça que je vends actuellement. Ça fait un peu contre idée, parce que moi au début quand je me suis lancée sans compétences comme tu l'as dit, je galérais, c'est-à-dire que pendant 6 mois j'ai eu zéro prospect, zéro client, parce que je savais pas comment m'y prendre en acquisition. Et donc pendant ces 6 mois je me suis formée énormément, j'ai appris plein de trucs sur le marketing, sur le copywriting, sur comment se mettre en avant, comment avoir un branding, etc., etc. Et donc c'est pour ça que maintenant, une fois que je suis passée dans cette galère de vallée du désespoir énorme sur mon côté acquisition, que j'ai décidé d'accompagner mes clients à avoir de l'acquisition que je n'ai pas eu par exemple au début, tu vois. Ok, ok. Donc tu as eu un peu à peu près 6 mois dans ton business où tu t'es lancé, t'as pas eu de résultats. Comment tu as vécu ce moment-là? Je pense que c'est une question qui en intéresse beaucoup. Beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui, qui veulent vivre du freelancing, qui veulent avoir une activité qui est rentable, qui est stable, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont des résultats directs, et j'ai envie de dire c'est un peu normal. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir d'ailleurs sur ce sujet-là. Comment tu as vécu ces 6 mois et qu'est-ce qui finalement a fait que tu as continué pour développer ton activité? Honnêtement, les 6 mois, c'était catastrophique, hein. Tu fais des choses, tu mets en place des actions. C'est pas ce que tu fais, en fait, mais tu le fais quand même parce que faut le faire, tu vois. Par exemple, ma prospection, je te montre un peu mon message que je faisais, hein, mais j'envoyais un message comme ça, tu vois, déjà sur LinkedIn, avec au début, par exemple, Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je. Catastrophique, donc personne répondait. J'avais pas de prospects, j'avais pas de clients. J'étais au fond, limite, tu vois. J'ai enchaîné les vallées du désespoir. Tu sais, des fois ça monte, après ça descend direct, ça monte, ça descend direct. Mais c'était rien d'agréable et j'ai toujours eu cette idée long terme que je sais que ça va marcher.
j'apprenais, je me formais, donc j'étais convaincue que ça allait marcher. C'était juste une question de temps, on va dire, et d'apprendre à avoir des bonnes capacités, de bonnes compétences. Donc en soi, j'ai très 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 rarement eu l'idée de ok, c'est bon, je stoppe tout. Ça marche pas, je stoppe tout. Parce que déjà, moi, je suis pas comme ça. J'aime pas quand je lance un truc, je vais jusqu'au bout. Vraiment, même si ça doit me prendre 3 ans, je continuerai pendant 3 ans, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est pas cool le début en freelance quand tu t'y connais rien du Du tout. coup, à ce stade-là, c'était quoi pour toi le déclic qui a fait que tu as passé ces 6 mois, tu es resté motivé, mais comment tu as trouvé tes premiers clients? Je me suis formée. En fait, j'ai pris le premier accompagnement, donc qui m'explique le business model, etc. Pendant 6 mois, je me suis formée, tu sais, sur YouTube, formation gratuite, etc. Et au bout de 6 mois, je me suis dit bon, c'est bon, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer seule. Faut que je prenne des compétences d'une personne qui va m'accompagner réellement, avec un accompagnement, un suivi, parce que sinon ça marchera pas. Donc je me suis fait former, et au bout d'une semaine, j'ai eu mon premier client comme ça, parce que je me suis fait former sur de bonnes techniques, sur de bonnes façons de travailler, et j'ai toujours eu, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce mindset de faut que j'apprenne et que je peux pas y arriver toute seule. Faut que je prenne des compétences des personnes qui sont plus élevées que moi ou qui ont plus de valeur, de ressources à me donner pour que bah, je progresse, sinon ça Et du coup, fonctionnera qu'est-ce pas, qui a tu vois. changé sur cette semaine-là? Enfin, parce que tu as quand même passé 6 mois où t'as vraiment galéré. Ouais. Et puis là, quasiment du jour au lendemain, en une semaine, tu as eu ton premier client. C'était quoi vraiment le truc, là, peut-être pour ceux qui nous écoutent, le truc qu'ils peuvent mettre en place pour faire ce changement-là en une semaine, en simplifié, en quelques mots, en quelques phrases peut-être? C'est un mix de 2 choses. Déjà, on a revu ma prospection parce que mon message énorme, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a vu un message beaucoup plus aligné avec ce que je vendais et beaucoup plus aligné avec les personnes que je voulais cibler. Et surtout mon mindset, dans le sens où c'est bien. Tout le monde pense avoir un bon mindset, dans le sens, par exemple, la détermination, de l'ambition, etc. C'est un bon mindset, etc. Mais en fait, ça suffit pas d'avoir simplement ça. Il faut aller beaucoup plus loin. En fait, une fois que tu te rends compte que bah, c'est possible, mais vraiment c'est possible, ça va le faire. Par exemple, quand j'étais accompagnée, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la vision long terme qui me manquait, il m'a donné l'accès à cette pensée que j'avais bloquée. Parce que, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'image à vous donner, mais quand on est convaincu que quelque chose va marcher, mais vraiment au plus profond de soi et qu'on sait déjà qu'on l'a, bah, c'est obligé qu'on l'ait. Tu vois. Et moi, je savais que je voulais quelque chose, j'étais convaincue que je voulais, mais j'avais pas cette identité de cette personne qui avait tel résultat, tu vois. Mm. Et donc on a revu mon identité, mais vraiment en deep, pas juste dire le matin, ok, je me réveille, je suis une entrepreneuse, j'ai 100 000 euros sur mon compte, etc. On n'a pas fait ça, on a fait, on a fait un truc beaucoup plus profond dans vraiment l'identité que je reflète et que je veux renvoyer aux personnes, tu vois. Ok. Donc tu dirais qu'il y a vraiment deux choses. D'une part, le fait de vraiment comprendre où on va, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, Ouais. et de ce que je comprends, avoir les bonnes stratégies. Finalement, c'est un peu les bonnes choses. Moi, ce que je retiens, et peut-être que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont dans cette situation-là. T'es passé d'avoir un message qui faisait des dizaines de lignes pour essayer à tout prix de vendre ton service et dans une position de demande, si je peux dire ça comme ça, auprès des personnes que tu voulais Ouais. contacter, à être plus dans une position entre guillemets plus d'autorité, c'est-à-dire faire venir à toi des personnes qui voilà, créer cette curiosité auprès des personnes que tu voulais attirer. Ça, c'est un point qui est très important. Peut-être est-ce que tu peux clarifier pour ceux qui nous écoutent à qui est-ce que tu t'adresses aujourd'hui, quel est aujourd'hui ton avatar client. Je pense que ça va en éclairer pas mal de personnes qui nous écoutent. Moi, aujourd'hui, je cible les coachs en ligne qui sont bloqués, qui sont en dents de scie, on va dire, sur le palier des 5 000 euros. Ils ont déjà des clients, ils savent comment vendre, mais ils n'arrivent pas à augmenter, à développer leur acquisition pour avoir une récurrence, avoir une stabilité. Parce que la stabilité, tout le monde dit, OK, moi, je te prouve la stabilité. Mais si au final, t'as pas de la clarté sur qu'est-ce qui a fonctionné dans ton activité dans les 3 derniers mois, par exemple, tu pourras pas avoir une activité qui va tourner dans les 6 derniers mois. Donc, vraiment avoir cette clarté sur quelle action tu dois faire pour avoir tes résultats, avoir les inputs qui sont cohérents, pour avoir des outputs qui sont cohérents également. Ouais, je vois. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ciblent des coachs et des infopreneurs, etc., surtout sur ce palier-là. Qu'est-ce qui a, comment toi, est-ce que tu as pu choisir aujourd'hui ta cible? Qu'est-ce qui a fait, quels ont été plutôt les facteurs auxquels tu t'es dit, bon, allez, il faut que j'aille sur cette cible. C'est aujourd'hui la cible qui me correspond. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou plutôt tu t'es lancé? Tu peux nous en dire un peu plus sur la démarche qui t'a amené à choisir cette cible? Euh,
C'était pas compliqué, on va dire, dans le sens où déjà j'ai regardé, j'ai fait une étude de marché, hein. J'ai vu directement, pour être honnête, que c'était la niche avec le plus de potentiel et de proximité qu'on pourrait avoir. Donc, je me suis nichée sur les coachs. Et après, coach en ligne, directement, ceux qui sont bloqués dans ce palier, parce que déjà, ils ont une douleur très, très présente, très profonde, parce que ils ont passé le palier de, OK, je galère, OK, j'ai aucun client. Et maintenant, ils sont au palier de, j'ai des clients, mais je veux faire plus. J'ai des compétences, mais il faut que je fasse plus. Et donc, ils ont tout aussi cette douleur. Et je me suis segmentée là-dessus, du coup, parce qu'ils ont une bonne douleur et que j'arrive bien à comprendre leurs problématiques. Pour te donner un peu une image, avant de vouloir faire cette activité, je voulais me lancer dans l'e-learning pour faire de l'apprentissage au pâtissier en lien avec, tu sais, la formation, enfin, en lien avec le premier business que j'ai lancé avec mon papa, tu vois. Donc, je voulais apprendre au pâtissier à des techniques, etc. Parce que je suis très pédagogue. J'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup apprendre aux autres et qui m'apprennent des choses. Donc, ça va de soi que je me suis dirigée vers les coachs, tu vois. Ok, donc c'était plutôt quelque chose un peu inné et tu avais déjà un peu cette volonté d'aller sur ce marché-là Ouais, un petit peu. de base. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses toi, du choix du marché? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que on choisit un bon marché et parce que je sais que tu as pas mal d'expérience là-dessus. Qu'est-ce qui, selon toi, détermine un bon marché aujourd'hui quand on est freelance? Quand on est freelance, pour moi, comment trouver un marché, en fait, c'est déjà trouver une cible qui peut se permettre nos services. C'est con de dire ça, mais je pense que ce que tu as dit, Laurentine, bah, c'est le premier truc, c'est que tu as pris des coachs qui avaient déjà passé un premier palier et donc qui peuvent se permettre de travailler avec des prestataires et donc de travailler avec toi. Je pense que ça, c'est un premier critère super important parce que moi, je vois encore beaucoup de freelance aujourd'hui qui veulent travailler avec les gars qui connaissent peut-être dans leur réseau sans trop chercher plus loin que ça et donc ils se retrouvent à travailler avec des clients qui n'ont pas le budget et je pense que ça c'est un premier critère super important. Le deuxième que tu as dit aussi, Laurentine, et en fait, je pense que tu avais très bien résumé le truc au final, c'est aussi avoir des personnes qui ont un besoin urgent et reconnu. Je pense que quand on a un petit peu ces trois critères-là, ça fait qu'on a un marché intéressant dans lequel on peut taper et trouver des clients facilement. Et le dernier, peut-être, qui est assez important pour moi, et moi, j'avais fait personnellement cette erreur-là, c'est un marché qui est identifiable. Donc, typiquement, c'est ça l'avantage des coachs, comme tu l'as dit aussi, Laurentine, c'est que bah, c'est un marché qu'on peut mettre un mot pour les qualifier. Coach, moi par exemple, dans mon agence, on bosse avec des e-commerçants. Bah, c'est très facilement identifiable et je pense que ça, c'est un critère aussi important pour pouvoir développer son marketing par après. Exactement. Hmm. Ouais, là je vous rejoins complètement. Le fait de comment dire, que les personnes puissent s'offrir notre service, je pense que c'est un point qui est très important. Parce que comme tu disais Aurélien, aujourd'hui il y a beaucoup trop de freelance, même des toutes petites agences qui essaient d'aller absolument pousser sur un marché. Ils essaient un peu de jouer en mode hardcore, alors qu'en fait il suffirait de changer légèrement certains points et ça serait beaucoup plus facile. Et nous typiquement on voit beaucoup de freelance qui sont dans ces situations-là, c'est-à-dire qui poussent à tout prix sur quelque chose où finalement c'est un peu une impasse, alors que en switchant quelques petits éléments, leur offre elle cartonnerait sur d'autres marchés. Et nous, on le répète très souvent sur les podcasts qu'on peut faire, même auprès de nos clients, personnes avec qui on peut échanger. Il faut toujours avoir le bon canal, la bonne offre et devant la bonne personne. Et c'est le point qui revient beaucoup. C'est-à-dire que forcément, si on s'adresse à quelqu'un qui peut pas du tout s'offrir nos services, on a beau avoir la meilleure offre du monde, forcément, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un point qui revient très 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 souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de freelances forcément qui se reconnaissent dans les situations qu'on évoque là. Mais si vous les écoutez et que vous sentez que vous avez vraiment beaucoup de mal à aller pousser sur un marché, que les personnes ne sont pas du tout réceptives, peut-être tester un autre marché. Vous verrez que vous aurez sans doute des résultats plutôt intéressants, quoi. Donc je pense que c'est un point à voir. Laurentine, j'aimerais qu'on intervienne aussi sur un des aspects de ton business, c'est concernant la partie acquisition que tu fais aujourd'hui. J'ai cru comprendre forcément que que tu t'adressais à des coachs. Tu peux nous en dire un peu plus sur aujourd'hui le process que tu as mis en place pour t'adresser à ces personnes-là? De quelle manière est-ce que tu les trouves? De quelle manière est-ce que tu les contactes? Voilà, comment ça se passe aujourd'hui sur ton acquisition de manière globale? Ok. En termes de strat, actuellement, j'étais uniquement sur LinkedIn. Donc, je faisais des contenus, du post, la plupart du temps du tofu, pour attirer un maximum de personnes et ensuite les convertir. Donc, processus client, enfin, comment ça se passe en termes d'acquisition. Du coup, post, comme j'allais le dire. Après, les personnes s'abonnent, on connecte. Et le premier message, c'est le plus important. Moi, je me focus énormément sur l'humain. J'ai pas envie de faire un message générique. J'ai pas envie de faire un message qui parle pas à la personne. Donc le premier message, je vais passer beaucoup de temps, entre guillemets, à le peaufiner pour que la personne réponde la plupart du temps.
beaucoup de temps, tu vois, c'est pas non plus 2 heures sur un message, tu vois. Faut bien sûr faire de la masse, mais de la masse avec de la qualité. Donc, premier message type, ça va être par exemple Hello Aurélien, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai vu ton post sur ton chat, franchement trop intéressant, il est trop mimi. Enfin, tu vois, le but c'est que aucun intérêt business, vraiment que du relationnel. La personne après, elle va répondre, ça va attirer de la confiance attire la vente. Tu vois, ça va de soi. Donc, on va prioriser la confiance. Ensuite, on va faire un asset de valeur personnalisé, donc un loom personnalisé sur la personne, sur son activité, sur quelles problématiques j'ai identifiées, quelles sont les choses bien aussi, faut le dire, les choses bien qui sont mises en avant sur son profil. Et ensuite, on book un call pour voir est-ce que ça peut matcher, est-ce que tu es un type de profil que j'accompagne, pas du tout. Pour après, parce que je pense que les personnes qui vont nous écouter, il y a beaucoup de personnes qui veulent acquérir à tout prix les clients, qui veulent beaucoup, beaucoup de clients, même si le prospect ou le client n'est pas du tout qualifié. Et ça, sur du long terme, c'est contre-productif, c'est pas du tout bénéfique. Si on veut absolument signer un prospect, même si on sait qu'il n'est pas du tout qualifié, soit il est surqualifié, soit il est sous-qualifié, on va avoir dans tous les cas des problèmes. S'il est surqualifié, notre service il va pas être à la hauteur de ses attentes, donc il y aura un mauvais retour client. Et s'il est sous-qualifié, bah, on va passer beaucoup, beaucoup de temps avec cette personne, donc c'est contre-productif. Donc le loom et le call, c'est vraiment de la qualification. Et entre-temps, je fais du nurturing pour m'assurer que la personne déjà vienne en call, ne fasse pas un no-show, et surtout pour augmenter encore plus le Tu momentum donnes de quoi la personne. dans ce nurturing? Je fais beaucoup de mails, enfin beaucoup de mails, il y a une séquence de 6 mails, et entre-temps, je fais une vidéo personnalisée, et on a un lien sur WhatsApp. Ok. Peut-être, je vais peut-être résumer ce que tu as dit, parce que parfois tu utilises des termes un peu techniques. Et c'est vrai que sur le podcast, on a parfois des personnes qui sont à fond dans le marketing, d'autres un peu moins. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais du contenu sur LinkedIn. Tu as dit TOFU, donc ça veut dire assez large, pas trop technique spécifique, mais qui peut toucher une audience assez large. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu vas contacter des prospects par toi-même. Peut-être une petite question sur ce point-là. Comment tu trouves ces prospects-là? Est-ce que c'est des prospects qui interagissent avec ton contenu? Est-ce que tu vas les voir de toi-même en faisant des recherches? Comment tu trouves ces personnes-là? Je fais soit bah, par exemple qu'ils interagissent directement avec mon contenu, donc je vais les démarcher suite à mon contenu, ou sinon je vais sur le profil de mes concurrents, des personnes qui font pas spécialement par exemple ma concurrence, soit mes concurrents, soit des personnes qui sont dans la segmentation de la vente, donc ça intéresse toujours, vu que je fais de l'acquisition, la vente, ça les intéresse. Et pareil, je déboule, je vais dans les likes, dans les commentaires, dans les recommandations, je me connecte, et après je déboule. Par exemple, j'ai un prospect, Adeline par exemple, qui est dans les recommandations de Martin. Je vais sur Adeline, je regarde ses posts, pareil, je vais dans ses recommandations, peut-être que je vais trouver un prospect. Tu vois, je fais vraiment déboulement à la Ok. chaîne, à la Et chaîne, à ça, la chaîne. tu passes combien de temps par semaine à faire cette partie-là? Par jour, pour faire mes connexions, mes réponses à mes DM et l'envoi de nouveaux messages, je Ok. passe 1h20. Donc par semaine, ça prend pas mal de temps, c'est sûr. Après, pas mal de temps. Moi, je trouve que ça prend un peu de temps, mais au final, pas tant que ça. En fait, je dirais que ça prend plus ou moins 10% de ton travail, 10 à 20% de ton travail. C'est un peu manuel, je pense, que ce que tu fais. Mais c'est quoi les résultats que tu as avec ça? Tu t'arrives à trouver combien de clients? Ça te fait, c'est quoi les résultats que tu as avec Ouais. cet effort-là? En taux de réponse sur 20 messages, j'ai 65% de réponses, donc ça c'est très très bien. En termes de taux de callbook, je suis à 15%, il me semble, et non plus, 20% il me semble, et en taux d'acquisition, je tourne à peu près à Ok. 30%. 20, Ok, bah c'est bien, tu connais 30%. bien tes métriques en tout cas. Bah ça prend un peu de temps, Ouais, c'est un c'est peu manuel. Je pense que peut-être la prochaine étape pour toi, c'est d'automatiser. Mais en tout cas, tu as bien fait cette étape à fond de faire ouais. cette partie-là un peu plus manuelle parce que je pense qu'avant de tout automatiser aussi, et nous on adore automatiser avec Alexis, moi j'adore ça. Mais c'est déjà bien de prendre la température et de comprendre vraiment tes clients. Je pense que c'est un truc que tu fais bien. Et je pense qu'il y a plusieurs approches. Hein, parce que moi, je fais pas du tout ce truc humain personnel. Je m'intéresse au business de la personne, mais pas au chat de la personne, on va dire. Et je pense que les deux peuvent fonctionner. Hein. Je pense qu'il faut aussi que ça corresponde à la personne derrière. Mais top. Et donc, pour conclure sur ça, tu disais, tu fais du nurturing. Donc, le nurturing, c'est quoi? C'est juste envoyer de la valeur avec son prospect pendant le cycle de vente. Et même aussi parfois en dehors du cycle de vente pour toujours qu'on l'oublie pas, pour pas que le prospect nous oublie plutôt, pour donner de la valeur, montrer qu'on est pertinent par rapport à sa problématique tout simplement. Donc en tout cas, ça c'est top. J'ai l'impression que là, dans ce que tu dis, en fait, tu arrives un petit peu peut-être à une limite où ça commence à te prendre un petit peu de temps et en fait, tu pourrais passer plus de temps, mais en fait, si tu passes plus de temps, tu peux moins travailler sur tes clients ou alors aussi tu peux moins travailler sur la partie stratégique de comment faire grandir ton activité de freelance. Effectivement, t'as très bien résumé. C'est pour ça que là, je suis en train
de centrer tous mes SOP pour pouvoir déléguer un setter et commencer mon acquisition sur Instagram. Donc je vais me lancer sur Instagram sous peu, parce que LinkedIn, j'ai fait le tour entre guillemets. Enfin, je suis plus trop alignée avec LinkedIn, plus sur Instagram. Donc je vais tout focus mes SOP, centrer tous mes SOP pour les donner avec une clarté ultra précise à un setter pour me déléguer de cette partie. Mhm. Je voulais revenir sur un point qui, je pense, est super intéressant, qu'on a évoqué. C'est le fait que, voilà, toi, t'es passé un peu vraiment sur le manuel pur et dur, un peu long, un peu pénible, mais qui apporte les résultats. Et ça, je pense que c'est un point qui est très, très, très important. Il y a beaucoup trop de freelance aujourd'hui, et tu n'en fais pas partie, c'est une bonne chose. Beaucoup trop de freelance qui essaient à tout prix de passer sur les systèmes les plus automatiques possibles dès le départ, et ils négligent cette phase-là. Et je pense que c'est une très 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 grosse erreur que de passer directement sur les trucs les plus automatisés possibles, avec là où vraiment ça devient vite le bordel dès qu'il y a un petit bug, alors qu'ils oublient souvent l'essentiel qui est comprendre sa cible, comprendre les besoins de sa cible, détruire les objections de sa cible en amont, et faire en sorte que on puisse réellement résoudre leurs problématiques principales. Et je pense que ce travail-là, tu l'as bien fait, ça a l'air de payer, ça a l'air de porter ses fruits. Euh, et je pense que c'est une étape qui est obligatoire. En effet, il y a des limites à ce modèle-là, et je pense qu'on va sans doute en parler juste après. On a sans doute des pistes intéressantes à t'évoquer. Euh, et je pense que clairement, c'est une étape qu'il faut pas griller. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, ne grillez pas cette étape-là, ça peut prendre parfois du temps. Mais par contre, derrière, ça va vous apporter énormément de choses, parce que vous allez être la personne qui comprend réellement à qui vous parlez, la personne qui comprend réellement les problématiques aujourd'hui des personnes que vous avez en face de vous. Et c'est un point que tu as très bien compris. Tu vois, tu nous as montré à plusieurs reprises, c'est-à-dire que tu sais à qui tu parles, tu sais leurs problématiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de freelances qui peuvent se dire de ça, parce que forcément, à faire tout automatique, on ne comprend même plus, on ne parle même plus à sa cible directement, ce qui fait que pour créer des offres, délivrer correctement un service, closer plus facilement, avoir une acquisition qui est plus stable, malheureusement, ça passe absolument par ça. Donc, c'est des points que tu as évoqués qui sont hyper intéressants. Je veux vraiment rebondir sur quelque chose, et je pense que ça va être intéressant de challenger un peu ce que tu veux faire par la suite. Moi, je suis plutôt d'avis, et ça, c'est mon avis, et je suis curieux qu'on le challenge. Euh, Tu vois, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu avais quelque chose qui marchait bien sur LinkedIn, que voilà, tu connais bien tes stats, t'as tes métriques, ça a l'air d'être très cool, que tu es en train de tout planifier, etc. Et là, tu me dis que tu veux aller sur Instagram. Moi, ma vision par rapport à ça, c'est que, encore une fois, je n'attends que d'être challengé là-dessus. Pourquoi est-ce que tu veux passer sur Instagram, alors qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, tu as quelque chose qui marche déjà très bien? Tu vois, tu connais tes métriques. La seule variable aujourd'hui qui fait que ça te prend du temps, et qui fait que selon toi tu te trouves capé, je pense, c'est que forcément c'est toi qui fais le boulot. Mais en fait, si tu mets la même chose sur un Mm. setter, et que tu mets voire même plusieurs setters sur LinkedIn, et que tu automatises le process plus sur LinkedIn, en fait tu peux faire x2, x3 en termes de volume, te concentrer sur ton acquisition là-dessus, et finalement rendre la machine beaucoup plus performante sur des métriques qui sont déjà validées, au lieu de passer sur Instagram, tu vois. En tout cas, c'est un peu mon avis. C'est un peu la chose que j'en vois là-dessus. Je suis curieux de savoir ce qui fait que, parce que je pense que tu as bien plus d'éléments que moi là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as voulu passer sur Insta? Est-ce qu'il y a une raison spécifique auquel tu t'es dit, ok, faut que j'aille exploiter ce canal-là, tu vois? En fait, t'as 100% raison. Je vais pas du tout délaisser à 100% LinkedIn. Comme tu l'as dit, je vais mettre des setters. Comme ça, j'enlève cette partie. Le fait que je parte sur Instagram et que je reste plus avec autant d'énergie de mon côté sur LinkedIn, c'est que je trouve qu'il n'y a pas cette proximité que je cherche. Dans le sens où, avec les posts LinkedIn, on arrive à transmettre de la valeur, mais c'est pas la même valeur qu'on transmet par un réel Instagram. Je trouve que la proximité, l'authenticité comment expliquer ce mot? Le fait que les personnes... En fait, il n'y a pas la même mentalité déjà sur Instagram et sur LinkedIn. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Et les personnes sur Instagram, j'arrive mieux à me connecter avec ces personnes. Il y a moins besoin de forcer. De nature, moi, je suis une personne qui aime bien apprendre, qui aime beaucoup savoir comment ça se passe dans telle activité, quelles sont les raisons que telle personne réussisse ou qu'elle ne réussisse pas. Enfin, en fait, j'aime beaucoup m'intéresser aux personnes. Et sur LinkedIn, une fois qu'on s'intéresse, les personnes comprennent directement que si tu t'intéresses si tu t'intéresses à moi, tu veux me vendre quelque chose forcément. Alors que sur Instagram, c'est moins poussé que ça, c'est beaucoup plus détendu, je trouve. Et donc, je vais déléguer ça, le Instagram, non, le LinkedIn, excuse-moi, à un setter pour me focus
commencer à avoir des bons SOP pendant 1 mois et demi. Je pense que je vais m'y mettre en manuel pour après aussi déléguer Instagram et être focus sur ma création de contenu et sur la prestation avec mes clients, tu vois. Ok, ok. Donc c'est plutôt pour quelque chose qui pour toi est plus naturel d'aller échanger sur Insta, quoi. C'est plus dans cet aspect-là. Ok. Pardon, c'est dans le format que tu veux changer les choses, c'est-à-dire que sur Insta, tu veux plutôt faire des vidéos derrière ou parce que là, t'en fais pas sur LinkedIn, c'est plutôt ça? Ouais, Parce que je veux juste challenger un petit peu ouais, plus c'est ça. parce que moi, je suis des. C'est vrai que maintenant, LinkedIn, c'est devenu beaucoup comme tu as dit, mais moi, je suis encore des personnes qui font du contenu plutôt de qualité et j'aime bien m'intéresser à leurs posts. Et typiquement, ils font aussi de la vidéo sur LinkedIn. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Parce que ça peut être une manière peut-être de fournir un peu plus de valeur. Ouais. J'ai jamais testé, non, t'as raison. Mais c'est juste que, franchement, c'est uniquement identitaire. Dans le sens où je me reconnais plus, en fait. Je me sens que je force sur LinkedIn. Donc peut-être que ça va durer peut-être 5 mois, tu vois, ou 3 mois que je vais me sentir comme ça. Et après, je vais revenir avec encore plus d'idées sur LinkedIn. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que je me sens plus du tout alignée, tu vois. Je vais tester, enfin, bien évidemment, tu vois, comme on l'a dit, je vais garder mon acquisition sur LinkedIn parce qu'elle marche très très bien. Elle a de très bons stats, etc. Mais juste, je vais pas la faire moi-même et mes idées, elles vont beaucoup plus être présentes sur Instagram maintenant que sur LinkedIn, tu vois. Je vais passer Insta en numéro 1 et LinkedIn en numéro 2, on va dire. Peut-être qu'également tu peux avoir en passant sur Instagram, et je pense que ça peut être un bon test à faire aussi pour toi. Tu vas sans doute avoir des cibles et des personnes qui sont en face de toi qui sont un peu différentes. Typiquement, je serais pas surpris que sur Insta, tu arrives à aller avoir des coachs qui sont peut-être un peu plus gros et qui veulent se développer de Mm. manière un peu plus grosse. Donc, selon moi, ça serait peut-être un peu plus compliqué de les contacter, tu vois, rentrer en contact avec eux. C'est un peu mon avis. Par contre, je pense que tu peux en avoir des plus gros. Qui dit plus gros dit plus de case study, dit des contrats plus gros et donc forcément plus de revenus. Donc à voir, Ouais, c'est sans doute selon moi un petit peu plus complexe à l'entrée, tu vois, tu as une barrière à l'entrée qui sont peut-être un peu plus grosse, avec souvent je pense des messageries des coachs que à qui tu veux s'adresser qui vont sans doute être pleines, ou du moins beaucoup plus grosses. Mais par contre, dès lors que tu arrives à pousser vraiment cet aspect relationnel que tu as amené, moi je dis beaucoup tu vois, dans les personnes avec qui on accompagne, je parle beaucoup de confiance égale vente. C'est-à-dire que quand on arrive à créer la confiance, ça mène très 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 souvent à la vente. Et je pense que c'est un aspect que tu as bien compris. Donc si tu arrives forcément à le retransposer sur la partie Instagram, ça peut vite être très 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 intéressant à amener. Donc clairement, ça peut être intéressant. Le gros point par conseil, je te dirais quand même attention, c'est voilà, ne laisse pas non plus trop LinkedIn de côté. T'as de bonnes stats là-dessus, continue de bien pousser. T'auras toujours des phases où ça sera un peu comme ça, tu vois. On en a tous. J'en ai vécu un paquet, tu vois, ça fait depuis 2018 que je fais ça aussi, donc à ce moment. Euh, donc t'en auras toujours, mais n'abandonne pas entre guillemets ce qui marche là-dessus, garde toujours un œil dessus. La réalité c'est qu'aujourd'hui, tu vois, ça te prend 1 heure 20 par jour. Il y a de grandes chances que ça te prenne un tout petit peu plus de temps lorsque tu infectes ton setter. Ça c'est sûr sur les premiers jours, premières semaines peut-être. Par contre, une fois que derrière ça dessus, voilà, 30-40 minutes, tu auras largement de quoi gérer ça. Et puis après, ouais. tu auras le temps de mettre ça sur Instagram à côté. Et puis peut-être que tu verras au bout de 3-4 mois, en testant les deux à côté, voilà, qu'est-ce qui me correspond le plus, qu'est-ce qui m'amène le plus de résultats, où est-ce que je vois le plus de potentiel. Et je pense que c'est là aussi où tu peux retrouver pas mal de choses. Et par rapport à d'une part ce qui te correspond à toi, parce que je pense que c'est important. Je dis souvent quand on est freelance, t'as pas envie de, enfin en général on bosse pas pour avoir des contraintes de partout. En tout cas c'est pas la raison pour laquelle moi je me suis lancé en freelance à l'époque. Donc je pense que ce sera un bon, enfin t'auras les deux un peu de chaque côté de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en fonction de ce que tu recherches. Et je pense que ça va être intéressant quoi. Peut-être un truc que moi j'ai vu quand j'ai jeté un coup d'œil à ton LinkedIn. Forcément, j'ai voulu préparer aujourd'hui notre podcast. J'ai l'impression qu'il y a un petit gap dans ce que tu fais, qui est que tu fais pas mal de prospection et à côté tu fais pas mal de contenu. Et je trouvais qu'il y avait un truc une petite dissonance dans le sens que tu fais la prospection donc de l'outbound et puis tu fais du contenu, mais j'ai pas trouvé de tunnel inbound par rapport à ton activité. J'ai voulu me renseigner un peu sur toi aussi. J'ai juste tapé ton nom sur Google. Je voulais voir si tu avais un site avec qui tu travaillais, ce genre de trucs. C'est des choses que j'ai pas trouvé un peu. Donc je voulais voir est-ce que c'était des choses que j'ai pas réussi à trouver et qui étaient présentes mais qui sont disponibles publiquement. Est-ce que c'est des trucs que tu veux pas faire, que t'as pas pensé à faire, que t'as pas eu le temps de faire? Est-ce que tu peux peut-être dire un peu plus sur ça? Parce que je pense que tu as vraiment un pan à développer de ce côté-là qui pourrait aussi te permettre de te faire gagner pas mal de temps.
Non, en fait, effectivement, tu as raison. Là, actuellement, ça l'est pas encore. En fait, je suis en refonte de ma landing page. Donc, je suis en train de tout refaire. Donc, il n'y a plus mon ancienne. Et par l'occurrence, on est en train de faire une VSL. Donc, il y aura les deux. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien actuellement sur. Quand tu marques mon prénom, quand tu cherches, etc., il n'y a pas de site, etc. Tu vois. Ok, parce que vraiment, même mettre un truc un peu moins bien, tu vois, si aujourd'hui tu as une page où tu mets pas la VSL, mais tu as des citations clients, tu dis juste un petit peu c'est quoi ton service, tout simplement parce qu'en fait, quand les gens ils vont interagir avec ton contenu, ou même tu vas leur envoyer un message, ou même avant que tu leur envoies un message, s'ils savent déjà ce que tu fais, qui tu es, en dehors de LinkedIn, hein, parce que Ouais, ça te permet de te rendre légitime, bah, je pense que ça va t'aider à 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'effort de contenu que tu fais, parce que ton contenu, il y a quand même pas mal d'interactions, je pense que tu pourras avoir aussi des leads qui viennent vers toi sans que tu les contactes. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel tu pourrais capitaliser. Et peut-être en plus de ça, quelque chose que j'ai pas vu sur ton contenu, mais qui fonctionne super bien sur LinkedIn et potentiellement aussi très bien sur Instagram, c'est faire des lead magnets, donc donner un petit peu de valeur derrière une inscription. Et toi, ça peut t'aider à faire un petit peu ce court-circuiter ce setter où tu peux directement avoir un lead plus ou moins qualifié qui est prêt à travailler avec toi s'il s'intéresse au contenu que tu peux mettre à disposition. Et ça, vraiment, je pense ouais. que tu pourrais le faire très rapidement, très facilement. Et je pense que c'est aussi un peu le gap où tu disais, bah, il y a créer du contenu et puis il y a sur LinkedIn, les gens veulent juste te vendre quelque chose. Je pense que le gap entre les deux, c'est aussi créer du contenu gratuit en échange d'un email ou d'un numéro de téléphone. Si tu délivres de la valeur dessus, je pense que ça peut vraiment être top. Personnellement, dans mon agence et même dans le scaling process, on met ça en place de plus en plus. Et ça permet vraiment aussi en termes d'autorité et de crédibilité surtout, parce que c'est bien d'avoir l'autorité, c'est-à-dire être un peu connu, s'associer à, par exemple, toi tu bosses pas mal sur refaire des landing pages pour les coachs et de l'acquisition. Et ok, tu es connu sur ça de plus en plus, mais aussi de la crédibilité, de à quel point tu le fais bien. Ça, tu peux le faire à travers ces contenus gratuits et tes value assets, comme tu disais, où tu les fais très personnalisés à tes prospects, mais tu peux aussi en faire des un peu plus généralistes ou qui ne s'adressent pas à une personne en direct, mais qui peuvent être en libre service, on va dire. Carrément. Carrément, ouais. Petite question pour toi, Ouais. Laurentine, c'est quoi un peu les next steps dans ton business? Où est-ce que tu te vois dans un an? Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place? C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Donc là, la suite, on va dire que c'est du coup développer mon Insta, vraiment avoir du contenu de qualité et qui parle beaucoup aux personnes pour après développer je pense, dans un mois et demi, 2 mois, ouvrir mon propre podcast, pareil, un peu comme vous voyez. Et après, ouais, ainsi de suite. En fait, envoyer beaucoup d'inputs pour avoir des outputs en termes de vision, de précise, par exemple, sur mon chiffre d'affaires. Je pense pas, je sais pas, il y en a beaucoup qui focus leur projection sur, je sais pas, un chiffre, par exemple 100 000 euros par mois, etc., etc. Moi, j'ai plus la vision de combien d'inputs, du coup, je vais envoyer pour avoir des outputs. Tu vois, par exemple, ma création de contenu, je sais que ça va m'apporter beaucoup d'outputs. Et donc, combien je dois en envoyer pour avoir X outputs, tu vois. Hmm. C'est toujours pareil. Donc, là, si je devais te donner un ordre d'idée dans les 2 mois, j'ai délégué mon Insta sur un setter. Le LinkedIn, excuse-moi, pareil. Création de contenu, je tourne un réel par jour, minimum. Et podcast, on essaye sur les 3-4 mois qui arrivent, un podcast par mois. Et, euh, et voilà, dans la globalité, on va dire que c'est ça. Ça pourrait faire un bel asset d'avoir un podcast avec tes clients directement, un peu comme ce qu'on fait Carrément. là. Tu vois, ça pourrait être hyper Ouais, sympa pour les personnes qui te découvrent, de comprendre les relations que tu construis avec tes clients. Parce que je pense que c'est un ouais, point sur lequel tu as l'air d'être très à cheval et c'est quelque chose qui est important pour toi. Je pense que ça pourrait permettre de se faire projeter les potentiels clients. Ah, ok, bah, à quoi ça ressemble de bosser ouais, avec toi. Et ça peut être hyper intéressant et tu peux même en faire, comme disait Aurélien, une sorte de petit lead magnet à publier sur LinkedIn qui pour le coup là montre à quel point tu es fort dans ce que tu fais, tu vois. Non pas montrer ce que tu fais, mais ouais. du coup à quel point tu fais ça bien. Donc hyper intéressant. Et concrètement dans un an, à horizon un peu plus long terme, est-ce que tu te vois toujours en solopreneur avec, enfin plutôt du coup non, avec l'équipe de 7 heures. Est-ce que tu as prévu de mettre en place des choses derrière? C'est quoi un petit peu la vision un peu plus long terme de ton activité? Là, tu vois, je suis pas toute seule dans enfin, dans mon offre, on est 5 personnes. Donc, il y a une personne qui s'occupe de la création de la landing, un autre pour le montage de la VSL, le script, etc. Moi, je m'occupe de la partie contenu et création des stratégies. Et en fait, ça va vraiment être
d'avoir une personne qui manage ses équipes pour que moi, je me concentre, on va dire, dans vraiment le côté notoriété, confiance. Par exemple, si j'ai des setters et un manager qui manage toute l'équipe, par exemple, de production, moi, je me concentrais uniquement sur, par exemple, créer les values personnalisées sur les personnes, créer la création de contenu, avoir des... En fait, ouais, tout ce qui est côté notoriété, tu vois. Avoir un branding présent. Dans un an, je me vois comme ça. C'est pour ça que développer un podcast, je trouve que c'est ultra pertinent. Développer son Insta, en fait, son réseau, en fait, au final. Et déléguer tout ce qui est admin, par exemple, la prospection. Enfin, ça, je vais le déléguer dans très peu de temps. Et, euh, et donc, voilà, tu Ok, vois. trop cool. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations comme toi, qui veulent absolument se débarrasser de la partie acquisition. C'est un truc qui revient beaucoup et ils veulent absolument se dire, ah, moi, je veux plus traiter avec les clients, la prospection, l'acquisition client, je déteste ça. J'ai pas l'impression que ça soit ton cas. Non, du Et tout. pourtant, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce point-là, mais pourtant, tu as quand même passé 6 mois à galérer à trouver des clients et t'as Ouais. pas lâché, quoi. En fait, tu vois, comme je l'ai dit au début, hein, dans les 6 mois, je me suis tellement formée. C'est pour ça que maintenant, je vends de l'acquisition, entre guillemets, parce que j'ai tellement appris de choses en marketing, en copie, en tout ce qui est structure, stratégie d'acquisition, que maintenant, en faire et en vendre, en parler à des personnes qui étaient dans la même situation que moi il y a 6 mois, euh, bah, ça me palpite de l'intérieur, on va dire, tu vois. Ça m'intéresse tellement. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de déléguer, enfin, de perdre tout ce qui est contact, relation client, enfin prospect client, on va dire plutôt. Ok, ok. Non, hyper intéressant. Je vous propose qu'on arrive sur la fin de ce format. J'aimerais, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude, peut-être un peu un petit récap de ce qu'on a pu apprendre ici et qu'on donne peut-être quelques conseils à des freelances aujourd'hui qui nous regardent pour justement que ça puisse les aider à aller chercher un nouveau palier. Laurentine, toi, quel est aujourd'hui le plus gros conseil, si je peux dire ça comme ça, que tu donnerais à un freelance, tu vois, qui était peut-être dans la même situation que toi il y a quelques années, à tes débuts, où il voit pas le bout du tunnel. Qu'est-ce que tu lui conseilles de mettre en place? Si tu peux faire un petit résumé un petit peu de tout ça pour que il puisse appliquer tout ça et suivre un peu ton parcours. Si je devrais donner un seul conseil, ça serait vraiment de faire un travail sur soi-même, d'avoir une identité qui est alignée avec les résultats que tu vas avoir. C'est ultra bête et tout le monde le dit comme j'ai dit au début, mais c'est pas, ça suffit pas, tu vois. Par exemple, une identité de, ok, c'est non négociable que j'envoie 20 messages par jour parce que c'est dans mon identité. Donc tu sais que si tu envoies 20 messages par jour, tu vas avoir X résultats. Si tu fais petite action par petite action, tu auras de gros résultats. Et en fait, au début, c'est ça qui m'a fait tenir un petit peu, de développer mon identité, de me dire que, ok, c'est non négociable de faire ça parce que c'est mon identité. Et si je le fais pas, ça me convient pas parce que j'ai élevé mes standards. Et si je descends en dessous de mes standards, je me sentirai pas bien. C'est toute une question d'identité. Une fois que tu es aligné, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu comprends pourquoi tu agis, obligatoirement, tu auras des résultats. Donc, si c'est vraiment ce que je recommande à tout le monde d'être clair sur qu'est-ce que tu veux, vision court terme, dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 4 mois qui suivent, pour toujours avoir cette dopamine qui arrive, qui est présente, et jamais être enchaîner les vallées du désespoir. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais une fois qu'on est dans les vallées du désespoir, pour moi, c'est qu'on n'a pas forcément, entre guillemets, ça dépend des fois, bien évidemment, mais qu'on n'a pas eu cette dopamine assez rapidement pour nous pousser à aller encore plus loin. Donc, avoir des objectifs clairs et travailler sur soi, en fait. Ok, hyper intéressant. C'est pas un conseil qu'on a beaucoup, mais qui pourtant, je pense, est primordial. Qui est primordial parce que si encore une fois, si on sait pas qui on est, si on sait pas ce qu'on veut devenir, c'est compliqué d'appliquer les actions qui sont cohérentes par rapport à ça. Donc non, je pense que t'as bien résumé la chose. Aurélien, est-ce que toi, t'as un conseil aujourd'hui, un freelance qui est un peu là, qui voit pas trop le bout du tunnel, qui veut vraiment passer un step? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Je vais essayer de peut-être trouver un truc un peu plus actionnable par rapport à Laurentine pour pas dire la même chose qu'elle, ou en tout cas t'es pas à 100% dans le mindset, même si je pense que c'est super important. Je dirais de changer ce qu'on fait par rapport à, si je reprends le parcours de Laurentine, c'est que en fait, tu as fait 6 mois où tu as changé des choses peut-être. Mais en tout cas, ce qui s'est passé après 6 mois, et si on revient au début du podcast, où en une semaine, tu as trouvé ton client, c'est que tu as expérimenté, tu as changé des trucs. Et je pense que ça, c'est hyper important de jamais faire plusieurs fois la même chose. Parce que si ça fonctionne pas, ça sert à rien de faire plus de ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être un truc hyper important, je pense, de tout ce qu'on a dit dans ce podcast, pour le résumer un petit peu selon moi,
c'est de s'adapter à son client, de se mettre dans ses chaussures et de parler selon sa vision. Comme tu as dit par exemple au tout début aussi, tu parlais beaucoup en je. Et puis j'imagine que ton deuxième message et les messages qui fonctionnaient mieux, c'était quand tu parlais de ses problèmes, de sa vision, de ses postes, de son chat. Et je pense que je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important, que il faut se mettre avoir un petit peu d'empathie. Je pense que ça c'est le point hyper important pour résumer. Hmm. Je vais ajouter un dernier conseil par rapport à ce qu'on a pu voir ici. Moi, j'ai envie de dire, parfois, il faut mettre son ego de côté. Je pense que c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Parce que quand on est un peu dans le daily, c'est-à-dire quand on est un peu dans le quotidien, on pense qu'on fait les choses bien, on a l'impression de bosser beaucoup, mais la réalité, c'est qu'on bosse un peu dans le vide. On est tous passés par là pour la plupart. Enfin, en tout cas, moi, je suis passé par là. Laurentine, t'es plus cas. Je pense qu'Aurélien, t'as dû passer aussi. On est tous plus ou moins passés par là. Finalement, le point qui est important, c'est mettez votre ego de côté. Prenez de ce qui marche, des personnes qui ont déjà été là où vous voulez aller. Laurentine, toi, derrière, tu t'es fait former. Moi, je me suis fait former aussi de différentes manières. Je pense qu'Aurélien aussi, on a tous appris de personnes qui étaient plus en avance que nous. Donc, c'est le conseil que je donne aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est trouver quelqu'un aujourd'hui qui vous paraît cohérent sur les résultats que vous voulez aller chercher. Apprenez cette personne-là, posez-lui des questions, rentrez en contact. S'il a un accompagnement, s'il propose quelque chose et que c'est légitime, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, apprenez de personnes qui sont déjà passées par ce que vous voulez faire avant. Ça vous fera gagner beaucoup de temps, ça vous permettra d'arrêter de vous tirer les cheveux et ça vous apportera sans doute un petit peu plus d'argent que ce que vous faites déjà. Donc je pense que ça serait ça mon conseil. En tout cas, merci à toi Laurentine d'être venue aujourd'hui sur ce format. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir partagé ton parcours. Je pense que ça va en aider pas mal de personnes qui nous regardent aujourd'hui ce format. Pour conclure un peu le format, je vous invite évidemment, pour ceux qui nous regardent, à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager également à d'autres personnes, d'autres freelances comme vous qui sont en galère. Ça peut être intéressant, je pense, de partager un peu les différents conseils. Et puis, si vous voulez retrouver Laurentine sur les réseaux, n'hésitez pas. On mettra son LinkedIn en commentaire. On mettra également nos LinkedIn aussi. Allez nous suivre, les gars. Allez checker un petit peu ce qu'on fait. Allez regarder un petit peu ce qu'on peut proposer aussi derrière. Et puis surtout, abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. Merci à vous d'être venus sur le podcast. Et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour un nouveau format. À très vite. Salut. Salut.